Alors une petite citation, comme j'aime bien commencer, la technologie, ce que la technologie n'apporte pas. En fait, un bon enseignement peut compenser un mauvais choix technologique, mais la technologie ne sauvera jamais un mauvais enseignement. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Mais sauf qu'on verra aussi que la technologie fait en sorte de bouger beaucoup de choses. La fonction technologique, on a 5 responsabilités dans cette fonction-là. On a la gestion numérique d'un portail d'information. On fait le lien avec accueil et orientation quand on pense au portail d'information. On a la gestion numérique de la communication, la gestion numérique de l'apprentissage et des rétroactions. On a la gestion numérique de l'évaluation de sanctions. Et on a aussi tout ce qui touche le soutien au développement de la compétence numérique. Alors, quand on pense à la fonction tutorale technologique, euh, on se penche sur des aspects technologiques et de se pencher sur ces aspects-là fait en sorte qu'on va remettre en question un certain nombre de pratiques. En effet, dès que on considère l'utilisation de ressources numériques, ça devient un très bon prétexte pour se questionner puis revenir sur l'utilité de certains processus, sur la pertinence de certaines informations qu'on va chercher ou d'informations qui nous manquent, sur la manière d'automatiser certaines tâches qui sont inefficaces, soit par exemple en simplifiant leurs étapes, en les réorganisant, en les complétant. Donc, à partir du moment où on a fait ce ménage entre guillemets, ben, il reste les ressources technologiques en place et le maintien de ces ressources technologiques-là devient en fait un vecteur puissant pour l'amélioration continue. Car si au départ, peut-être on avait dans l'idée que par les technologies, on allait augmenter notre rapidité, on se rend compte assez rapidement que, en fait, oui, on va plus vite, mais parce qu'on va plus vite, on est capable de faire plus de choses, ce qui fait qu'en bout de ligne, on ne gagne pas forcément beaucoup de temps, mais par contre, ce qui reste, c'est le systématisme qu'apporte la technologie. Et ce systématisme intrinsèque-là euh, permet de supporter beaucoup de gestes à la fois administratifs et pédagogiques associés à l'ensemble des fonctions tutorales, que ce soit l'accueil, l'orientation, l'organisationnel, la pédagogique, la relationnelle et l'évaluative. Donc, finalement, pour conclure, la fonction tutorale technologique est une fonction très puissante pour remettre en question les pratiques de nos milieux et pour y apporter un vent de fraîcheur, j'ai envie de dire, quand on l'utilise pour analyser ces pratiques-là. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la première responsabilité qui touche la gestion numérique d'un portail d'information. Ça va être une grosse responsabilité parce que justement, on va s'intéresser au site Internet, au portail d'information. Et la question qu'on peut se poser au départ, c'est est-ce qu'on a besoin d'un portail d'information dédié pour la formation à distance? C'est pas obligatoire, mais au moins ce qu'il faut faire, c'est de réserver une section dans le site du centre, de réserver au moins une section à la formation à distance. Pourquoi? Ben, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que l'information spécifique à la FAD va se retrouver au même endroit. On va être capable aussi, et donc en se retrouvant au même endroit, ça va être plus facile pour les apprenants, ceux qui viennent pour la première fois, de trouver l'information sans qu'elle soit mélangée à autre chose. Euh, on est capable aussi de pouvoir avoir un fil d'actualité spécifique à la FAD qui va pouvoir être mis en place et permettre d'aller transférer ces actualités-là sur différents canaux, mais donc des actualités spécifiques à la FAD. Il y a aussi le fait qu'on est capable d'automatiser et de mettre en ligne de nouveaux services. À partir du moment où on a un site, où on a mis de l'énergie dans un site, ben là, on commence à penser peut-être à une automatisation du processus d'admission, à une automatisation du paiement, la réservation pour la passation d'examen, une réservation en ligne, pourquoi pas, ou alors même les prises de rendez-vous en ligne.
Donc, quand on commence à structurer les choses par l'intermédiaire d'un site qui est dédié à la FAD ou au minimum d'une section réservée, eh bien, on s'ouvre des portes et des possibilités. Finalement, une évaluation des pratiques en s'interrogeant sur leur bien fondé et leur efficacité, c'est ce que j'expliquais au début. À partir du moment où on commence à penser structure technologique, on va revisiter les pratiques et on va les questionner, et toujours dans le sens d'une certaine efficacité. Donc, clarté des informations, la pertinence du message via des actualités qui sont ciblées et qui ne concernent que la formation à distance, puis globalement une efficacité dans l'ensemble des processus qu'on pourrait mettre en place grâce à un site dédié ou à une section réservée. Faire travailler l'équipe de formation à distance autour de la rénovation d'un site ou de la création d'un site. Il y a plusieurs étapes importantes qui vont avoir lieu, mais souvent la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que les services qu'on offre à nos élèves répondent bien à leurs besoins? Lors de la première étape de création ou de rénovation du site, en fait, on est obligé de tout écrire le contenu qui va se retrouver plus tard dans le site. C'est dans cette période-là qu'on remet en question beaucoup de choses, beaucoup de services, beaucoup de façons de faire. À partir du moment où tout ça s'est fait, eh bien, les étapes de création du site peuvent débouler. Donc, la première étape, c'est la rédaction complète du contenu, la structuration, la validation du contenu aussi, de la façon de l'exprimer. Ensuite, on a l'étape créative où là, on regarde plus les maquettes, l'allure visuelle du site. L'étape technique où on programme tout et l'étape de révision à la fin. Le portail, il va y avoir plusieurs éléments qui vont le composer et chacun de ces éléments a une importance particulière par rapport aux fonctions tutorales. Donc ici, les couleurs sont pas anodines. Toutes les sphères qui sont bleues font référence à la fonction relationnelle. Le projet éducatif, lui, qui est la sphère verte, fait référence à la fonction pédagogique. L'offre de cours, l'offre de service, les tarifs et paiements font référence à plus l'organisationnel, tandis que les éléments qui touchent l'admission, le fonctionnement du service et le soutien au choix de l'apprenant, à savoir est-ce qu'il s'embarque dans le bon service ou pas, mais ça fait plus référence à l'accueil et l'orientation. Donc on se rend compte que quand on regarde les thèmes qui sont abordés ici, et qui vont composer le portail, mais en fait, ils sont équilibrés quand même par rapport aux 6 fonctions tutorales que nous avons. Je vais passer à travers un certain nombre de ces sphères-là. Le premier, c'est le mot de la direction. On peut communiquer à travers ce mot-là la raison d'être du service. On peut communiquer ce qu'il va apporter aux apprenants. On peut communiquer les moyens, le soutien qui vont leur être proposés pour faire en sorte qu'ils réussissent. On peut aussi vulgariser le projet éducatif, parce que le projet éducatif, je ne sais pas quels parmi les apprenants qui vont lire le projet éducatif, même si c'est un document public. Mais par contre, il y a des éléments là-dedans qui sont très importants par rapport au service de formation à distance. Donc, dans le mot de la direction, on peut aller chercher les éléments les plus importants et les vulgariser. On peut aussi présenter certains des services auxquels l'apprenant va faire face, en fait, que l'apprenant va utiliser. Donc, on peut présenter ces services-là par la même occasion. Et quand on a monté un mot de la direction structuré de cette manière-là, après, on peut s'en servir de ce mot-là à travers l'ensemble du site. Il y a d'autres pages comme ça relationnelles qu'on peut mettre en évidence justement pour lorsqu'on accueille l'élève. La présentation de l'équipe c'en est une, qui elle aussi peut se mettre, on peut présenter l'équipe de formation à distance via des textes, photos ou vidéos. Il y a aussi l'offre de service qui est importante. Dans l'offre de service, il y a des éléments important à voir, c'est-à-dire que pour présenter l'offre de service, on peut y aller à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est les besoins des élèves. Donc, l'élève accède, exemple, il veut obtenir son diplôme.
Lorsqu'il s'en va via cet accès-là, mais ça lui donne tout de suite un lien vers les programmes de cours ou la reconnaissance des acquis. Si son besoin c'est d'apprendre le français, ça va lui donner tout de suite le lien vers le programme d'Alpha Langue et ainsi de suite. Donc un accès qui est orienté besoin au départ et les menus du site, eux, sont plutôt orientés en fonction des différentes catégories. Donc ici on voit les programmes, la partie admission, tout ce qui touche l'accompagnement, tout ce qui touche la vie scolaire, l'aide, et le à propos dans lequel on retrouve justement le mot de la direction, l'équipe, le projet éducatif et ainsi de suite. La page fonctionnement et choix, c'est une page importante pour un élève qui arrive parce que ça doit lui permettre je dirais, de faire sa réflexion par rapport au service, par rapport est-ce que ce service lui convient ou pas. Au niveau des conditions d'admission, dans mon expérience, c'est lorsqu'il n'y a pas assez d'informations, les élèves, eux, n'ayant pas assez d'informations, se déplacent et finalement, quand ils se déplacent, ils n'ont pas du tout le contenu qu'il faut. Donc, c'est une page très importante pour faire en sorte que les apprenants sachent exactement ce qu'ils ont besoin d'amener comme document. Le processus d'admission, comme je mentionnais, à partir du moment où on commence à avoir un site, on peut penser l'automatiser. Puis, l'automatiser veut dire faire un formulaire en ligne qui va reprendre les étapes du processus d'admission pour faciliter à l'élève ces étapes-là, puis aussi pour l'équipe de formation à distance, optimiser ce processus d'admission. Au niveau des témoignages, les témoignages sont très importants. Je reviens au concept de preuve sociale, qui est un peu à l'origine de l'importance qu'on doit accorder aux témoignages dans un site comme ça. Je rappelle juste que la preuve sociale, c'est un principe en psychologie sociale qui dit en fait qu'un individu qui ne sait pas vraiment quoi faire ou quoi penser aura tendance à adopter le comportement ou le point de vue d'autres personnes. Ce qui fait que si il y a 3 principes qui découlent de ça, si on raconte une histoire, cette histoire va être plus convaincante qu'une série de résultats numériques. Si on ajoute une photographie à côté d'un texte, ça va donner plus de crédibilité à ce texte-là. Si on fait un témoignage en vidéo, ça va avoir plus d'impact parce que la vidéo est le média le plus apprécié actuellement dans les réseaux sociaux. C'est important de mettre des liens vers des ressources qui vont aider les élèves pour pas qu'ils cherchent trop longtemps, mais en même temps, il faut être capable de les classer pour que ça soit clair, et il faut aussi vérifier souvent s'il y en a des liens qui ne fonctionnent plus. L'accès à l'environnement numérique d'apprentissage, il est important, juste après l'inscription, que le site balise et donne accès à des tutoriels qui vont aider les élèves à pouvoir savoir comment utiliser les ressources associées au cours, comment remettre un travail, comment récupérer un travail corrigé, comment passer un examen. Ensuite, pour un élève qui démarre, il y a d'autres éléments qui doivent être présents, comme comment obtenir son code, son horaire, communiquer avec son enseignant, tout ce qui touche la netiquette et s'organiser pour travailler à distance, des choses qu'on voit au début, mais qu'on ne revoit pas par la suite. Donc, dans une page qui pourrait s'appeler « Pour bien démarrer », ça pourrait être des tutoriels intéressants à mettre à cet endroit-là. Au niveau de la deuxième responsabilité, là, on touche tout ce qui touche la gestion numérique de la communication, mode synchrone, asynchrone, tout ce qui est collaboratif, 1 à 1. Dans les pratiques, les outils asynchrones qui sont utilisés encore, le courriel, les messages textes, Facebook, il y a des rétroactions enregistrées qui sont faites, Moodle est utilisé, et le courrier postal, surtout en milieu rural, dans les données que j'avais. Des outils de communication asynchrone, c'est très bien. Il faut par contre que le contenu qui est en arrière soit structuré, classé comme il faut. Puis pour ça, il faut s'organiser pour ça. Il faut se structurer pour que le contenu à long terme reste bien organisé.
L'avantage de tout ce type de matériel-là, c'est qu'il est consultable en tout temps, en tout lieu, puis autant de fois que nécessaire. Pour ce qui est du synchrone, ce sont surtout les visioconférences qui sont utilisées en synchrone comme telles. Le téléphone aussi, beaucoup. Et parmi les outils de communication synchrone, pour que ça fonctionne bien, pour que ça soit dans les meilleures conditions, il faut que le nombre d'apprenants quand même ne soit pas trop grand. Il faut qu'on soit capable d'avoir des sous-classes, des sous-salles, et il faut qu'il y ait de disponible un espace collaboratif pour faire travailler les apprenants là-dedans. Donc ça, c'est ce que je dirais les conditions minimales pour qu'on puisse avoir les avantages suivants. C'est-à-dire qu'on puisse développer le lien social, qu'on puisse vraiment bénéficier de la communication bidirectionnelle entre l'enseignant et ses apprenants, multidirectionnelle entre les apprenants eux-mêmes, qu'on puisse accéder, je veux dire, la visioconférence permet de pouvoir avoir accès au visage, à la voix, au non-verbal des gens, mais pour ça, il faut pouvoir ouvrir sa caméra et en bénéficier. Et aussi, donc, ça développe les compétences relationnelles qui peuvent être travaillées lors d'activités en visioconférence. Au niveau des activités de collaboration, c'est l'important pour qu'une activité de collaboration fonctionne, il faut qu'il y ait un objectif commun au groupe d'apprenants qui doit travailler en collaboration. Ce qui fait que dans l'exemple un exemple d'activité de collaboration qui fonctionnerait bien, ça serait avec des apprenants qui auraient une même difficulté, puis l'enseignant organise une activité autour de cette difficulté-là. Donc ça, ce serait faisable. Et on a un meilleur potentiel dans les activités de collaboration lorsqu'on mixe le potentiel synchrone de la visioconférence avec des activités qui sont asynchrones pour briser un peu le côté linéaire d'une visioconférence. Responsabilité 3, le suivi des élèves. L'important, c'est de centraliser le suivi. C'est le cœur de tout, puis la technologie nous permet de faire ça. Donc, peu importe le moyen qu'on utilise, Excel, Toscanet, peu importe système propriétaire, un outil de suivi centralisé est un outil qui va avoir les informations autour de l'identification des apprenants, le plan d'études qui a été décidé entre l'enseignant et son apprenant, donc souvent c'est des objectifs à court terme, un historique des interactions. Dans certains services, un élève, un apprenant est partagé entre plusieurs enseignants, donc c'est important d'avoir l'historique des interactions et un accès partagé. Puis un historique des transferts, parce qu'il fut un temps où quand les apprenants s'en allaient dans en formation à distance, il y avait comme un trou béant dans les données. Mais là, ça permet justement de garder une trace de toutes ces données-là. Les rétroactions numériques, ça c'est un sujet très important. Il y a une très bonne recherche qui a été faite, c'est très intéressante sur les rétroactions numériques et leur impact. Ce qu'on découvre là-dedans, c'est qu'une rétroaction numérique gagne à être utilisée lorsqu'elle est audio ou vidéo. Puis, les avantages sont indiqués, il y en a 4 ici. Une rétroaction numérique peut être plus rapide à réaliser et en bout de ligne plus complète et plus fouillée. Elle peut renforcer la présence sociale, évidemment, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans de l'audio ou de la vidéo. Elle peut améliorer le rendement et les résultats, ça a été documenté dans la recherche en question. Puis, elle peut améliorer la satisfaction, mais là, attention, à condition, bien sûr, que quand l'apprenant clique sur la vidéo ou sur l'enregistrement audio, ça fonctionne. Au niveau de la responsabilité 4, il y a l'inscription, parce qu'on est dans la gestion numérique de l'évaluation de sanctions. Quand on a vu, avec le développement d'un site internet dédié à la FAD, on peut commencer à ajouter certains modules. Et le module d'inscription aux examens, c'est quelque chose qui peut être ajouté et qui est très pratique parce que ça permet justement à tous les enseignants d'inscrire des élèves aux examens.
via ce module-là et d'avoir tout de suite la réponse de quand, à quel moment, parce que le module gère les places libres et en fonction des durées des examens et tout. Donc c'est un module intéressant à mettre en place. Au niveau de la cinquième responsabilité, le soutien au développement de la compétence numérique, les attentes envers l'enseignant, je vais prendre quelques minutes dessus. Le référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante est sorti récemment, en 2020. Il y a une nouvelle compétence qui est arrivée, mobiliser le numérique. Et toutes les dimensions de cette compétence sont développées dans un autre document qui s'appelle le cadre de référence de la compétence numérique. Ce cadre introduit 2 dimensions centrales suivies de 10 autres qui vont compléter la compétence en question. Donc, je les ai ajoutées là parce qu'elles sont très parlantes par rapport à la formation à distance, même si ce n'est pas pensé forcément pour la formation à distance. Mais ça tombe exactement dans les besoins de la formation à distance. Donc, je les ai simplement listés. Les 2 premières étant agir en citoyen éthique et développer et mobiliser ses habiletés technologiques. Mais il y en a 12 comme ça et elles sont toutes pertinentes.